Pendant le montage de Star Wars épisode 4, l'un des plans les plus emblématiques du film, celui où le Faucon Millennium arrive plein pot vers la caméra avec le soleil juste derrière lui, n'a pas encore été finalisé par Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux créée par George Lucas. Pourtant, les trois monteurs, Richard Chew, Marcia Lucas, la femme de George, et Paul Hirsch, doivent absolument monter une préversion de l'attaque de l'Étoile Noire. Alors, ce plan il est important parce que c'est à ce moment-là qu'on découvre que Han Solo revient pour neutraliser Vador, et ça va permettre à Luke de détruire l'Étoile Noire. Et c'est là qu'on découvre que finalement, le pilote du Faucon Millennium n'est pas un mercenaire sans cœur, et ça nous redonne un peu foi en l'humanité. Donc, en plein milieu de la post-prod, ce plan-là est manquant. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut montrer aux producteurs de la Fox, c'est ça. Pour combler le vide, Marcia Lucas a remplacé le plan manquant par une amorce blanche de quelques secondes. Alors, ce genre de situation qui craint un peu pour l'équipe du film, qui n'a pas envie de se faire prendre pour des amateurs, ça arrive souvent en post-production. Il va falloir faire comprendre aux studios qui produisent Star Wars que le plan va arriver. Ça tombe encore plus mal que chez la 20th Century Fox, on veut faire des économies. Et de leur point de vue, cette dernière séquence de l'attaque de l'Étoile Noire, on pouvait s'en passer. Après tout, les héros, ils ont sauvé la princesse, que demander de plus? Alors George Lucas, lui, il n'entend pas de cette oreille. Selon lui, la séquence de la destruction de l'Étoile de la Mort sera l'une des plus spectaculaires des films de l'époque. Pour être sûr qu'elle ne soit pas annulée, il avait demandé à ILM de travailler dessus en priorité. Comme ça, une fois le processus enclenché, on peut pas revenir en arrière et c'est acté. George Lucas promet à la Fox de leur montrer la version la plus aboutie possible. À propos du plan du Faucon Millennium, Marcia Lucas dira « Si le public ne se lève pas à ce moment pour applaudir, alors notre film ne va pas marcher du tout ». Quelques mois plus tard, le soir de la projection test devant le public au cinéma North Point de San Francisco en mai 1977 sera une des soirées les plus mémorables pour l'équipe du film. Paul Hirsch la raconte dans son autobiographie. Ça restera un des plus beaux moments de sa vie, car dès les premières notes de la musique de John Williams, le public est captivé. Le premier plan du croiseur impérial impressionne tout le monde. Et faut dire, c'est un petit peu le but. ILM a bossé expressément sur ce plan pour que le croiseur impérial paraisse quasiment sans fin. Et quand on le voit sur grand écran, même 50 ans plus tard, ça continue à avoir de la gueule. Et quand le fameux plan du Faucon Millennium apparaît, tout le monde acclame l'arrivée de Han Solo. Tout au long du film, les gens réagissent comme s'ils faisaient partie d'un public encourageant une équipe de sport. À la destruction de l'Étoile de la Mort, toute la salle applaudit. À partir de ce moment, le triomphe de Star Wars est lancé. Mais George Lucas revient de loin. Au tout début de la post-production, et après un tournage parfois chaotique, les premières versions du film étaient loin de faire autant l'unanimité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le succès du premier Star Wars est le fruit d'une convergence de nombreux facteurs. Un contexte économique particulier, l'émergence de nouvelles technologies, et l'ambition de toute une génération de jeunes créateurs désireux de faire leurs preuves. C'est tout bonnement un alignement de planètes rares et délicats pour que cet événement cinématographique majeur puisse voir le jour. Revenons un peu en arrière. En 1973, George Lucas met en chantier un film que les studios jugent trop risqué, et où les effets spéciaux traditionnels ne suffiront pas. Finalement, la Fox accepte de financer le long métrage inspiré de Flash Gordon, de la science-fiction des années 30 et des films d'Akira Kurosawa. L'histoire mettra en scène un jeune héros qui s'appelle au tout départ Luke Starkiller. Quant au prénom Luke, il fait référence à George Lucas lui-même, adolescent passionné de cinéma qui a grandi dans une petite ville où il ne se passait rien. Et pour qu'il se passe quelque chose, le jeune Lucas entre à l'University of Southern California. Quelques années plus tard, il réalise THX 1138, puis American Graffiti. Vient le troisième film, Star Wars. Le tournage est difficile et il va falloir retourner certaines scènes. À la fin du tournage, sur les 350 plans d'effets spéciaux à fournir, moins de 100 ont été terminés par ILM. Et ceux qui sont terminés ne sont parfois pas assez convaincants pour Lucas. ILM, c'est une bande de jeunes surdoués issus de l'animation, de la photographie et des maquettes d'architecture. Mais au moment de démarrer le projet Star Wars, ils ont du mal à produire les effets voulus. Mais il y a pire, lorsque la première version du montage est finalisée, le résultat est lent et pas très convaincant. Le premier monteur, John Jimson, trouve le scénario brouillon, confus et difficile à assembler. Bref, il respecte pas du tout le projet. Alors George Lucas se sépare de lui. Il prend la décision de remonter le film scène après scène. Alors ce qui est facile à dire selon les standards de notre époque, mais en 1976, le montage n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. C'est un processus qui est fait de façon linéaire, dans l'ordre du film, à l'aide de coupes au ciseau, de colle spéciale, de rembobineuses, enfin bon, je simplifie mais vous voyez le topo. L'air est à la pellicule, au cinéma argentique.
C'est l'époque des images qui ne sont visionnées qu'une seule fois. Le magnétoscope n'existe pas encore, et donc il n'y a pas de possibilité d'enregistrement. Une fois visualisées, les images sont perdues. Le souvenir que vous en avez, il faudra le graver dans votre esprit. Et même les équipes de film doivent prendre des notes en salle de projection pour savoir quoi modifier pour la prochaine version du montage. Donc c'est lent, c'est fastidieux, ça demande 3 fois plus d'organisation qu'aujourd'hui, et remonter un film, ça veut dire des semaines de travail supplémentaires. Tout ceci est raconté dans l'autobiographie de Paul Hirsch, il y a bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très lointaine. C'est dans ce livre qu'on apprend comment il s'est vu proposer de remonter complètement Star Wars. Plantons le décor. Paul Hirsch est un monteur qui travaille principalement pour Brian De Palma, à New York. George Lucas est un réalisateur basé sur la côte ouest, à 4000 km de là. Comment ces deux-là se sont rencontrés ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux hommes font partie de la même génération. Une génération qui est, au début des 70s, très prisée des studios. Dans les années 70, le public américain veut s'éloigner de plus en plus d'un quotidien morose. Dans les sorties cinéma à l'époque, on n'y est pas du tout. Les salles programment des films catastrophes ou des péplums. Les gens, surtout les jeunes, en ont un peu marre. L'ère est aussi à la guerre du Vietnam qui commence à être de plus en plus critiquée. Pour ne rien arranger, Hollywood de son côté, depuis des années, subit la concurrence de la télévision. Bref, les choses ne sont pas au beau fixe. Alors les studios vont aller chercher du sang neuf directement à la source. Ils vont débaucher les talents nouveaux qui, quelques années plus tôt, étaient fraîchement diplômés des écoles de cinéma. Deux premières planètes s'alignent. Hollywood, par la force des choses, doit entamer une mue. C'est dans la toute dernière génération de créateurs qu'elle voit son avenir. Ces jeunes réalisateurs, ils ont envie de montrer de quoi ils sont capables. En plus, ils sont dotés d'une culture cinématographique intense et ont l'envie de réaliser des mises en scène ou des mouvements de caméra audacieux. Pour leur référence, ils vont puiser dans le cinéma mondial et remisent des influences cinématographiques allemandes, soviétiques ou asiatiques. Venus de UCLA, on trouve Francis Ford Coppola, à la New York University c'est Martin Scorsese, et à l'USC, University of Southern California, on trouve des talents prometteurs comme Robert Zemeckis, Ron Howard ou donc George Lucas. Brian De Palma, lui, vient de l'université de Columbia, sur la côte Est. C'est là qu'il réalise ses premiers films, aidé à la production entre autres par un certain Charles Hirsch, qui travaille pour Universal. Charles Hirsch, on lui a donné comme mission de débusquer les meilleurs talents de sa génération. Là où c'est assez rigolo, c'est que Charles Hirsch a un jeune frère, Paul, qui a laissé tomber ses études d'architecture pour se lancer dans le montage. Il apprend le métier sur le tas en autodidacte. À 23 ans, il devient monteur de bande-annonce. Paul le dit lui-même, quand il monte, il ne pense pas en mots. Il entre dans une sorte d'état alpha, son esprit devient un réceptacle émotionnel du film. Sa démarche, et c'est presque une seconde nature, il ne laisse rien au hasard et tous les détails comptent. En plus, il met un point d'honneur à être aussi fiable et honnête que possible envers les gens avec lesquels il travaille. Il évolue dans un milieu où on peut vous virer à la moindre erreur. Pour faire partie des meilleurs, Hirsch suit 2 règles d'or du montage. 1. Il ne faut jamais perdre le public. 2. Il ne faut jamais ennuyer le public. Il le dit souvent, ce qui fait le style d'un monteur, ce n'est pas seulement d'imaginer des cuts hyper intuitifs pour booster les narrations, c'est surtout avoir la capacité à se mettre au service du réalisateur de l'histoire. Paul Hirsch a aussi une autre règle d'or. Surtout, ne jamais travailler sur une histoire qui ne vous plaît pas. C'est lors d'un repas que son frère Charles va présenter Paul à Brian De Palma. Le jeune monteur ne le sait pas, mais le soir où ils feront connaissance, ce sera le début de plusieurs décennies de collaboration. Et Paul Hirsch deviendra le monteur de films tels que Phantom of the Paradise, Carrie, Blowout ou Mission Impossible. Le premier long métrage pour De Palma, sur lequel il est chef monteur, est Hi Mom. Et en 1972, De Palma fait une nouvelle fois appel à lui pour le montage de Sisters. Là où on va comprendre comment George Lucas a fait appel à Paul Hirsch, c'est que De Palma et Lucas sont devenus amis en 1971, quand ils réalisaient des films pour la Warner Bros. Il va profiter de son réseau pour organiser l'avant-première de Sisters au festival Filmex de 1972 à Los Angeles. Ce soir-là, tous les jeunes cinéphiles d'Hollywood sont présents, et Paul est assis dans la salle à côté d'un certain Steven, un réalisateur qui est déjà considéré par ses collègues comme un surdoué, et qui vient de réaliser un film pour la télévision appelé Duel. Sisters, Paul Hirsch considère alors que c'est un peu son film, car chaque coupe a été faite par lui. Comme à son habitude, il a visionné scrupuleusement tous les rushs de chaque prise. Il connaît chaque image par cœur. Le film est projeté sur un des plus grands écrans de l'époque, celui du Grauman's Chinese Theatre. Paul Hirsch a alors 26 ans, son travail de monteur est alors salué par les professionnels présents sur place. Il ne le sait pas encore, mais cette avant-première où toute l'équipe du film est applaudie
ne sera rien comparé à l'avant-première de Star Wars qui aura lieu 4 ans plus tard au cinéma North Point de San Francisco. Mais nous n'en sommes pas là, observons toutes les planètes qui lentement continuent à s'aligner. En 1975, Brian De Palma souhaite de nouveau travailler avec lui et prépare le casting de son prochain film, Carrie. Ce casting, il va le faire sur la côte ouest, conjointement avec George Lucas. Les acteurs répétant les scènes vont passer les auditions soit pour Star Wars, soit pour Carrie. Ce casting est aujourd'hui entré dans la légende d'Hollywood. Un jour, Brian De Palma appelle Paul Hirsch et lui dit « George veut te parler ».